Très bien. Alors, bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau webinaire. Alors, pour ce webinaire, nous serons avec nos invités en direct de Paris au Salon mondial du Rhum. Alors, nous allons comprendre pourquoi des Corses se retrouvent au Salon du Rhum. Alors, aujourd'hui, donc, pour ce webinaire sur la canne à sucre, j'ai le plaisir d'accueillir des Christophe. Donc, Christophe Poser de l'INRA, du CIRAD de Montpellier, Christophe Lavergne, qui est agriculteur à Aléria en Corse, et Christophe Poser à Paris est accompagné d'Andrea et Antoine. Donc, au cours de ce webinaire, nous allons essayer de comprendre comment on peut cultiver de la canne à sucre en Corse. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça fonctionne pas? Et quand on pense canne à sucre, on pense tous rhum, enfin pour la plupart. Mais Christophe m'a confié que je crois au Brésil, tout le monde utilise la canne à sucre dans sa voiture. Voilà, donc pendant 1 heure, nous allons nous immerger dans la canne à sucre. Et sans plus tarder, donc, je laisse la parole à Christophe Poser. Vous pouvez poser votre question par le chat et puis on essaye d'y répondre soit après chaque séquence, soit en fin de webinaire. Voilà, ben Christophe, je vous laisse la parole. Très bien, merci. Merci beaucoup. Donc, c'est une petite présentation qui est pareille pour vous. Qui je suis, d'où je viens, moi, je travaille depuis, si vous m'entendez, 35 ans dans la canne à sucre. J'ai alterné des fonctions dans la recherche et dans la production. J'ai travaillé outre-mer beaucoup, 5 ans à Maurice, 3 ans au Vietnam en production, toujours dans la canne. À Montpellier, j'ai fait des expertises et des animations. En Guadeloupe, j'ai travaillé sur la rotation canne-banane. À La Réunion, j'ai travaillé sur la canne et l'environnement, la canne à sucre dans les hauts, c'est-à-dire plantée à 800 et 1000 mètres d'altitude, et la canne à sucre fibre énergie. On va parler des différents débouchés de la canne à sucre. Je vais faire des petites pauses à des moments s'il y a des questions. Normalement, je devrais avoir un peu plus de minutes de présentation. Je suis de retour à Montpellier, qui est la base du CIRAD, en métropole. Je travaille depuis sur des expertises et la valorisation. Je suis le correspondant de la filière canne. Je vais vous expliquer qu'est-ce que la filière canne au CIRAD. Donc là, c'est des montages de projets, d'aller faire de l'expertise, je vous disais, des partenariats dans le monde entier. Maurice, Fidji, Argentine, Afrique du Sud, Côte d'Ivoire, Cameroun, Tanzanie, Kenya, Philippines, Cuba, principalement pour du sucre. Principalement pour du sucre. Et pour du sucre consommé respectivement dans chacun de ces pays. C'est important pour un pays d'être autonome d'un point de vue sucre. Des projets Guadeloupe, Martinique, Réunion, pour à la réduction de l'utilisation de herbicides. Il n'y a plus utilisé dans les mauvais concurrents impitoyables de la. Et donc, le ministère de l'Agriculture, le ministère de la Mer nous finance des projets qui sont dans et plus aventure qui vaut cette sud de Et France, une canne excusez-moi, méditerranéenne. Christophe. Voilà. Alors moi, j'ai le son qui est très mauvais. Est-ce que les autres participants, vous avez la même chose ou c'est juste moi? Vous pouvez me dire? Ouais, donc Christophe, on a un problème de son. Est-ce que peut-être vous pouvez enlever votre caméra? Vous Je vais gagnerez peut-être. pendant essayer de prendre. Ah ben, mais là, je, je vais par. Excusez-nous hein, pour les petits, Non, réglages mais techniques. Alors, mieux là, vous m'entendez? alors Shifter sur le allez-y, casque. allez-y. Oui, le son est très saccadé, oui, oui.
Je vais couper la caméra déjà. Est-ce que c'est mieux là? C'est un peu mieux. C'est un peu mieux. Allô? Est-ce que c'est mieux Oui, là? Du coup, ça a oui, c'est changé? mieux. Oui, oui, C'est c'est beaucoup mieux. mieux? Oui, Ok, c'est beaucoup je mieux. suis passé sur le casque. Très bien. Je reprends. On est toujours en partage. Non, on n'est plus en partage. Le micro est activé, c'est bon. Je repartage. Hein, comme je vous l'ai dit, Christophe est en direct du mondial du Rhum, donc il a pris une petite heure pour assurer ce webinaire. Donc du coup, voilà, il n'est pas dans des conditions idéales. Bon, no stress, hein, Christophe. Non, surtout, je viens d'intervenir sur le, sur le. Non, 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 non. Ça va. La canne m'apaise. Euh, c'est bon, vous avez le partage cette fois-ci et vous m'entendez? Alors, on vous entend bien. Moi, je n'ai pas le partage. Ça va arriver. C'est le Bon, je suspense. vais avant quand même. Christophe nous laisse dans le suspense. Comment la canne à sucre de la Réunion est arrivée en Corse. A-t-elle arrivé? Hein, c'est le Donc, je vais suspense. avancer. Est-ce que vous voyez le partage ou pas? Moi, je ne vois pas le partage. Non, non, on ne voit pas le partage, Christophe. Ok, là, je t'entendais bien, Christophe. Bon, bah, j'avance. C'est dommage. J'essaie de le relancer alors. Bon, en gros, le CIRAD, c'est 1600 personnes, 800 chercheurs, à peu près Euh, 70 personnes qui sont Juste, impliquées peut-être sur... Christophe, oui, essayez de m'envoyer votre ça va être diaporama. Peut-être compliqué que là. moi, ça va Parce être qu'il compliqué. OK. il est très lourd, c'est ce que je proposais de faire avant, mais ça va être compliqué. Ça va, il va arriver normalement, hein. Les images, ça devrait. Déplacer. Donc, le CIRAD, c'est 70 chercheurs sur la canne et l'équivalent de 30 temps plein. Les gens ne travaillent pas forcément à 100% sur la canne. Depuis la génétique jusqu'à les maladies, la sélection variétale, la serre de quarantaine qui existe à Montpellier, je vais vous en reparler, les maladies, les, la télédétection des agriculteurs sur la fertilisation culturelle. Euh, donc là, ce que je vais vous présenter, c'est ce qui a été présenté lors d'un congrès international à Cali, en Colombie. Il y avait une plénière sur le changement et on a cru intéressant de montrer cette expérience, cette expérience toute petite mais importante au niveau de la C'est le ce flux qu'on qui est peut pas faire bon. avec un nouveau terrain sur la. Le partage arrive ou pas? Non, non, non. Toujours pas. C'est beaucoup, c'est haché aussi. C'est difficile. C'est haché, haché. Bon, faudra le refaire peut-être. Je vais essayer de. Ouais. Donc, bah, écoutez, si vous m'entendez, je vais le faire sans image, hein. Donc, c'est un congrès international où on a pu, dans le cadre du changement climatique, montrer à la fois qu'on avait adapté des cannes venant de la Réunion et à la Corse, et qu'on avait des modèles de croissance qui pouvaient nous aider à plus clair. Euh, Là, c'est un petit peu compliqué, du coup, son machin. Euh,
Le sucre, il y a de plus en plus de demandes de sucre sur la planète. C'est produit, surtout c'est le Brésil et l'Inde qui répondent à cette demande de consommation. Il y a aussi une production d'éthanol qui est en hausse. Donc la Corse, c'était en France, déjà que certains ne savent pas où est la France, mais donc, du coup, situer la Corse, avec un contexte en Corse avec 7000 hectares de vignes et 1500 d'agrumes, donc c'est intéressant de leur montrer. Une augmentation des températures qui affecte les conditions de récolte, notamment de la vigne. Une fluctuation du marché du vin, donc des interrogations de la part des producteurs. Une attractivité des circuits courts, un marché du rhum en progression et aussi des besoins de fibres longues pour un il se trouve qu'en Corse, il y avait des agriculteurs qui étaient motivés à Aléria, au domaine de Padulone, donc monsieur et madame Vincentelli, la Vergne, qu'il y avait des terrains disponibles sans gel. Donc là, je vous montre des graphiques que vous ne voyez pas montrer que des moyennes sur les 5 dernières années, 2017-21, il n'y avait pas eu dans les températures basses de passage sous le zéro, et que les températures maximum allaient de 12 jusqu'à plus de 32 degrés. Donc on pouvait se poser des questions, celles que je me suis posées, en me disant finalement, les variétés qui sont disponibles à La Réunion, sur lesquelles j'ai travaillé, dans les hauts de La Réunion, je vous le disais, des cannes qui sont plantées à 800 mètres ou 1000 mètres d'altitude, donc dans un climat tropical mais plus frais. Mon hypothèse, c'était qu'elles pouvaient être adaptées aux conditions méditerranéennes. Nous avons ces variétés qui sont disponibles chez un créateur de variétés qui crée une nouvelle variété de canne. Ça se met au point en 15 ans. Et donc tous les 15 ans, il y a une variété qui sort à partir de 100 000 graines, 100 000 croisements entre des variétés. C'est un gros travail qui représente un gros investissement pour Aircan qui bénéficie de 7 stations réparties sur toute la Réunion. Donc la Réunion, c'est un véritable laboratoire à ciel ouvert. Vous avez une côte au vent, une côte sous le vent, des zones où il pleut 300 mm par an et d'autres où il pleut 6 mètres d'eau par an. Donc vous faites des gradients très, très intéressants. Gradients d'altitude avec des nuages, sans nuages, donc température, rayonnement différents et avec des dispositions en eau qui sont différentes aussi, avec des compléments d'irrigation qui sont possibles. Donc on a Aircan qui crée des variétés, notamment pour les hauts. On a la serre de quarantaine, dont je vous ai parlé, qui est à Montpellier, qui permet d'importer des variétés, de les assainir, de contrôler qu'elles soient sans maladie et de les redistribuer sur la planète entière. Toute importation de canne est interdite par des réglementations européennes. Toute importation de canne est interdite en Europe et doit nécessairement passer par des serres de quarantaine. C'est important parce que c'est être vecteur de maladies qui peuvent passer sur les céréales, entre autres, d'autres éléments, d'autres insectes ou quoi que ce soit. Nous avons aussi en filiale du CIRAD Vitropic qui produit des vitroplans, principalement des vitroplans de bananes. Il faut voir que dans les DOM, toutes les cannes plantées proviennent de vitres résistées à des maladies et que depuis 4 ans, Vitropic propose une gamme de variétés qui viennent d'ailleurs principalement de la Réunion sous forme de vitroplans. Je vais vous le montrer si vous voyez ou pas. Je ne sais pas si c'est arrivé. Et puis au CIRAD, on a donc du coup cette ligne de 70 personnes qui ont compétences depuis le génome jusqu'à les détections, on peut dire, et l'aide aux planteurs. Donc c'est quelque chose de précieux. C'est un continuum qui est important, qui est français, qui est représenté au niveau international. Aircan à La Réunion, Visacan à Montpellier, Vitropic à Saint-Mathieu-de-Tréviers et le CIRAD. On a une compétence française sur la canne à sucre. Et voilà. Alors là, ce que la question, moi, c'était quel était le potentiel de production de ces variétés de La Réunion dans un climat méditerranéen. Climat méditerranéen qui est différent d'un climat tropical, avec des saisons qui sont complètement différentes, hein, et on peut voir les résultats en production en année de plantation
et sur deux repousses, puisque vous savez que la canne se plante sous forme de tronçon, de tige dans le sol, que ça pousse en 1 an, 12 mois, ou un peu plus selon. L'on coupe une première fois, on rase au pied, on part de bourgeons souterrains. Première repousse et deuxième repousse. Donc là, on a 3 récoltes qu'on a fait chez les Infantelli avec un dispositif expérimental scientifique avec des répétitions, des blocs randomisés. Donc on répète les 5 variétés dans des ordres différents. Là, vous ne le voyez pas, mais du coup, je projette un plan d'essai. Donc c'est des 5 lignes de 10 mètres, espacées d'1,50 m, 5 variétés. À partir de vitroplan, irrigation en goutte à goutte, fertigation. Je dois avouer que Christophe, qui est ici, Lavergne, qui est ici présent, a été Je sais pas. faire tout Vous a de perdu. façon très rigoureuse. Et c'était très précieux pour nous, chercheurs, que d'avoir des gens qui sont sensibles à cette rigueur. Je vous écoute. Alors, Christophe, nous avons récupéré votre présentation. Si tu peux nous... Ah. Ouais, si, il faudrait peut-être qu'il arrête de la projeter sur ton truc. Parce que tu es beaucoup coupé le son. D'accord. Plus non plus. Et parce que les photos c'est des Non plus. Christophe, là, c'est inaudible. Ouais, là, on vous entend plus du tout. Je propose qu'on remette ça. Je suis désolé, mais si c'est... Peut-être que vous pouvez vous trouver une autre petite espace où vous auriez plus de réseau. Alors, le temps que peut-être vous arriviez à régler. Christophe Lavergne, on va voilà. Christophe, en attendant que Christophe Pauzer arrive à nous trouver une petite solution, voilà, on a Christophe Lavergne. Est-ce que vous pouvez donc nous raconter pourquoi vous avez planté de la canne à sucre, sur quelles difficultés vous avez eues au départ de la plantation, et votre retour d'expérience par rapport justement à cette nouvelle culture en Corse? Alors, en réalité, c'est donc Christophe Pauzer qui nous a contactés pour plusieurs raisons, qui voulait faire un essai de plantation. Il avait déjà fait des essais sur le continent, de l'autre côté de la mer, et ils avaient gelé, ils n'avaient pas fonctionné, que ce soit en Camargue ou à côté de Montpellier. Et donc, il a voulu faire un essai en Corse. On a commencé comme ça. On a planté à peu près 3500 mètres carrés la première année. Et ça a particulièrement bien poussé. Et on a été obligé de jeter toute la canne qu'on avait fait pousser, c'est-à-dire l'équivalent de, je sais pas, de 15 ou 20 tonnes de canne usinable qu'on avait ramassé, récolté, nettoyé, pesé et qu'on a jeté. Donc on a tenté l'expérience, donc on a été acheter un moulin parce qu'il faut quand même du matériel spécifique pour la canne à sucre. Hein. Donc on a été chercher un moulin en Chine, un alambic en Allemagne, et on a fait toutes les démarches pour devenir distillateur, pour avoir toutes les agréments des douanes. Et la deuxième année, on a commencé à faire un peu de rhum. Et je dois reconnaître que c'est une plante qui est, en tout cas, qui s'adapte assez facilement au climat à notre partie du climat de la Corse. Et il faut soit absolument que les zones soient pas gélives du tout. C'est 95% de flotte, la canne à sucre. Hein. Si ça gèle, la moindre gelée, vous perdez la récolte. Ça ne tue pas la plantation, mais vous perdez la récolte. Vous m'entendez? Oui, on vous entend. Ah ouais, c'est parce que comme j'ai pas de retour. Oui, je voudrais pas faire. Donc voilà. Après, il y a des variétés. En réalité, on a 5 variétés.
scientifiques randomisés. Et après, on a 5 autres variétés en collection pour l'instant. Ça fait 10 variétés. 10 variétés ne sont pas toutes adaptées à la corne. Christophe, je ne sais pas si nous, on a fait toutes les démarches. On a fait toutes les démarches sanitaires. On a demandé les autorisations pour faire entrer une nouvelle variété, une nouvelle espèce en Corse. On est passé par toute la procédure sanitaire, donc la quarantaine, les vitroplans. Et on a vraiment fait tout ça très bien. Parce qu'il y a deux choses qui sont importantes quand on implante une nouvelle culture. C'est de ne pas amener avec elle de nouveaux parasites qui pourraient nous poser des soucis sur d'autres cultures. Et la deuxième chose, c'est que la canne à sucre a un avantage, c'est que sous nos climats, pour l'instant, elle ne fait pas son cycle complet. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas en floraison. Elle ne peut pas arriver jusqu'à la floraison, ce qui fait qu'elle ne peut pas être une plante invasive. C'est-à-dire qu'elle ne pousse que l'endroit où on l'a plantée. Il ne faut pas imaginer la canne à sucre comme un roseau ou comme un bambou. C'est-à-dire que c'est plutôt une herbe. À l'endroit où vous mettez le pied, il pousse. Si vous enlevez le pied, il n'y a plus de canne à sucre. Ça ne peut... Et en Corse, elle ne peut pour l'instant pas devenir une espèce invasive. Alors le jour où le climat sera assez réchauffé pour qu'elle fasse un cycle complet en Corse, on aura sans doute d'autres soucis que celui-là. Donc voilà. Voilà le principe. Après, c'est une plante qui ne nécessite aucun traitement, puisque comme on l'a importée exempte de maladies, il n'y a pas de traitement phytosanitaire. Et si vous ramassez bien la plante et que vous faites le paillage avec ce que vous laissez, elle ne nécessite pas de désherbage non plus. La seule chose dont elle a besoin, c'est de flotte. Et encore, vous arrosez à peu près une fois 12 heures par semaine. La plantation, nous, on est en goutte à goutte. Et ça ne nécessite pas une quantité d'eau. C'est très efficace. C'est une capacité à aller chercher l'eau dans les sols qui est très, très efficace. Voilà, globalement. Donc vous faites une récolte par an, c'est ça, la canne à sucre, c'est une récolte par an? Oui. C'est en réalité, bon. Alors c'est assez particulier parce que ce n'est pas un fruit, on récolte une herbe. Donc elle va pousser, on fait une récolte par an. Alors pour l'instant, on faisait la récolte au mois de mars. On commençait en mars-avril. Et elle peut durer un mois et demi, 2 mois. Et depuis cette année, on a sur le modèle du CIRAD qu'a fait tourner Christophe, nous fait penser qu'on peut aussi faire une récolte de juillet à juillet, que ça fonctionnerait aussi. Donc on a gardé une partie de nos plantations et on va essayer de faire la récolte en 2 fois. C'est-à-dire on aurait une première partie de la propriété, enfin des plantations qui seraient récoltées mars-avril et une deuxième partie qui serait récoltée en juillet. Mais ça fait toujours qu'une seule récolte par an, mais décalée sur 2 parcelles différentes. Et est-ce que vous pensez qu'on peut avoir des différences de qualité ou organoleptiques suivant la période de récolte? Oui, il y en aura. Il y en aura pour. Enfin, sur le jus de canne, je peux pas le dire. Il n'y a pas grand-chose qui a été. Enfin, on ne trouve pas beaucoup de biblio là-dessus. Par contre, ce qui est sûr, c'est que en réalité, donc, on ramasse la canne, on presse, on obtient un jus qui est sucré à peu près comme un jus de raisin, 200 grammes de sucre par litre. On le fait fermenter, on le distille. On fait ça traditionnellement, on fait ça à température ambiante. C'est évident une fermentation qui a lieu au mois de mars, quand les températures extérieures sont aux alentours de 15-16 degrés, et une fermentation qui aura lieu au mois de juillet, quand les températures extérieures seront aux alentours de 30 degrés, on n'aura pas la même fermentation, donc il y a de fortes chances que les rhums soient différents. On se rapprochera sans doute beaucoup plus des rhums antillais avec la récolte d'été. Alors, comment passe-t-on de viticulteur à producteur de rhum? Oui, alors c'est une expérience, on le dit toujours, c'est une expérience, c'est assez surprenant, parce que comment dire, quand on fait fermenter des fruits, du jus de raisin ou du raisin, et on a des caractéristiques organoleptiques qui sont quand même assez sympas. Le jus de raisin, ça se boit facilement, même en fermentation, c'est pas mal. Faut imaginer que quand on cultive de la canne à sucre, on fait fermenter du jus d'herbe.
C'est-à-dire qu'on presse des plantes, on extrait le jus de cette plante-là. Et d'un point de vue organoleptique, c'est vraiment très déstabilisant pour quelqu'un qui a l'habitude de faire du vin. La première année, je dois reconnaître qu'avec mon fils qu'on voit à côté, qui est au Mondial du Rhum aussi avec Christophe, quand on est arrivé à la fin de la fermentation et qu'on a commencé à distiller, c'était assez délicat. C'est très, très déstabilisant. Ça ressemble à rien d'autre. Et en viticulture, donc on a des œnologues, on a des chefs de cave. Vous, comment vous avez appris à faire le rhum? Parce que j'imagine que ça demande quand Alors, même un savoir-faire. Vous êtes accompagné oui. par des Alors, Antillais peut-être? non, Comment? non, non. Alors, on va revenir là. Comment dire, les principes de distillation et de fermentation, ce ne sont pas des choses qui sont très ouvertes dans le truc. C'est-à-dire que chacun fait un peu sa sauce et ne communique pas trop dessus. Nous avons la chance dans la famille d'avoir fait des études dans du vin et d'avoir bossé pas mal de temps là-dessus. Moi j'ai bossé 10 ans au CRBI à San Julian, il y a longtemps quand ça s'appelait encore Sivam. Mon épouse, elle a un DNO de Bordeaux, elle est œnologue. Donc on a un tout petit peu, on a puisé dans nos connaissances pour passer le cap. Et donc aujourd'hui, votre rhum est en compétition au Mondial du Rhum ou comment se situe votre rhum par rapport au rhum antillais? Est-ce qu'il a un goût différent? Et en même temps, est-ce que vous savez comment les Antillais ou les Réunionnais voient le fait qu'on fasse du rhum en Corse? Alors, on espère que notre rhum est différent. De toute façon, on n'essaye pas de faire un rhum qui. Le rhum, c'est du rhum, hein. Ça reste dans la grande famille. Si vous goûtez notre rhum, vous allez reconnaître, ça reste dans la grande famille. Après, il y a plein de profils aromatiques différents dans les rhums. Et le nôtre doit obligatoirement être différent des rhums antillais pour plein de raisons, mais on a une différence, ne serait-ce que par le choix de l'alambic qu'on a et des distillations qu'on fait. Comme je vous disais, les températures de fermentation, des variétés. Enfin, il y a vraiment beaucoup de choses qui font qu'on est. Après, honnêtement, le monde du rhum, les gens sont plutôt sympas. Et tous les Antillais qu'on a vus, qui sont venus visiter, même qui faisaient du rhum et tout, ils ont été très sympas, très accueillants, très bienveillants avec nous. On a fait des échanges de rhum avec Tahiti, ou alors on leur a envoyé des bouteilles, ils nous ont envoyé des bouteilles pour les rhums de Tahiti. Les gens nous envoient des bouteilles ou nous amènent des bouteilles pour faire des échanges. Non, les gens sont. On a eu un seul petit souci, mais très rigolo, hein, sur les réseaux avec un Guadeloupéen qui pensait qu'on allait les déposséder de leur savoir-faire. Et bon, c'était plutôt c'est très anecdotique sans ça. Ils sont assez bienveillants et je trouve ils sont assez sympas avec nous. Christophe, dans le début de sa présentation, nous a montré qu'on pouvait faire autre chose que du rhum avec la canne à sucre. Est-ce que vous allez explorer d'autres capacités de la canne à sucre? Oui, alors il y a une chose qui est très intéressante avec la canne à sucre, c'est que la bagasse, c'est-à-dire que le résidu, une fois qu'on a pressé, il reste des fibres. Et ces fibres peuvent être réutilisées dans beaucoup de choses. On est en train d'y réfléchir. Pour l'instant, nous n'avons pas les volumes qui nous permettent de développer, parce qu'il faut quand même des volumes pour développer ça. Pour l'instant, en tonnage, on est un peu petit, mais on aimerait bien faire soit des panneaux de support. On peut faire des supports pour l'isolation, mais on peut faire aussi tout un tas de. Vous avez dû déjà en trouver des pailles, des gobelets en fibre de canne. Et on réfléchit à ça. Et ensuite, une chose qu'on va faire cette année, c'est quand on parle canne à sucre, on a beaucoup parlé rhum. On va essayer de faire, enfin, on va faire des sucres naturels puisqu'on en a déjà fait l'essai, on est arrivé. On va faire des sucres bruts, du sucre naturel pour tout ce qui est pâtisserie ou tout un tas de choses. C'est très recherché, c'est très bon pour la santé.
Alors, actuellement, vous avez 4 hectares, hein, c'est ça Non, 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 on n'a pas 4 hectares. Non, Pour l'instant, on va arriver à 4 hectares à la fin de l'année. On a 2 à la fin de hectares. l'année. Alors, faut imaginer qu'un hectare de canne à sucre représente des volumes à traiter qui sont assez importants. Nous, on réussit, on peut espérer en Corse raisonnablement sortir 60 tonnes de canne usinable par hectare. Vous êtes sur des volumes qui sont à traiter. C'est quand vous, au-delà de 5 ou 6 hectares, on t'entend, Christophe, on t'entend pas, mais au-delà Christophe, de. vous pouvez écrire dans le chat si vous voulez, réessayer le son si vous voulez aussi Non, intervenir. mais c'est en fait, j'ai les diapos là que je passe en même temps que je vous projette, mais c'est frustrant, voilà, très frustrant, Ouais, très frustrant. Sandrine, voilà. Mais c'est comme ça, c'est la vie. Comme ça, ouais. Donc, on peut imaginer. Alors, on a des variétés qui font beaucoup plus que ça en expérimentation. Après, il faut pas prendre la performance la plus haute et essayer de la reproduire sur des grandes surfaces, sur les plus grandes surfaces. Mais on peut espérer. Ça veut dire que faut quand même imaginer que la taille moyenne d'une exploitation de canne à sucre, elle est plutôt aux alentours de 6 hectares. Pour les gens qui travaillent comme nous à la main, enfin qui font tout à la main. Après, je ne parle pas de l'industrie sucrière, où là, ils ramassent avec des espèces d'ensileuses énormes, ils peuvent avoir des centaines d'hectares. Mais pour faire du rhum et ramasser à la main, 6 hectares, c'est déjà une grosse exploitation. Et alors, quelle est votre analyse d'un point de vue économique? Finalement, est-ce que faire de la canne à sucre en Corse, oui, ça a l'air de fonctionner. D'un point de vue rentabilité, qu'est-ce que vous en pensez? Vous n'avez peut-être pas assez de recul parce que vous avez dû quand même faire des investissements. Qu'est-ce qu'il en est d'un point de vue Alors, rentabilité? pour l'instant, c'est un des rares. Alors, pour être honnête, c'est le seul alcool aujourd'hui au monde dont la consommation augmente. C'est-à-dire vous n'aurez pas d'autres, il n'y a pas d'autres exemples. Donc, il y a un vrai marché. Il y a un marché de connaisseurs. Nous, pour l'instant, comme on commence, on n'a pas pu faire des très hauts de gamme, puisque pour faire un rhum de 10 ans, il va nous falloir 10 ans de vieillissement. Donc, pour l'instant, on met en fût, mais on laisse vieillir. Je pense que ça a la même place que d'autres boissons alcoolisées. Le rhum méditerranéen a un espace à se créer. Parce qu'il y a des gens curieux. Aujourd'hui, on vend plus vite qu'on ne produit. Il n'y a pas de problème. Donc, d'un point de vue rentabilité, quand vous avez un produit, vous pouvez mettre un prix assez élevé et qui se vend facilement, c'est intéressant comme produit. Et bon, on est encore à une échelle très artisanale. Je vais pas, pour l'instant, on n'a pas de problème de commercialisation et de rentabilité. Parce que ça ne nécessite pas, alors pour aller tout à fait, effectivement, il vous faut un alambic, c'est quelque chose qui coûte assez cher. Il vous faut un moulin pour presser la canne, pour broyer la canne, c'est une espèce de broyeur. Après, comme je vous disais, il n'y a pas de traitement, très peu de main-d'œuvre, à part au moment de la récolte. Non, c'est une culture assez simple à mettre en place. Est-ce que parmi nos participants, vous avez donc des questions? Donc, je peux soit ouvrir les micros, soit soit le chat, comme on n'est pas nombreux. Non, j'ai pas de questions. J'ai pas de questions. Donc, pour ne pas frustrer Christophe et pour que vous puissiez avoir la présentation de Christophe, ce que je vous propose, c'est que je vais faire un petit webinaire dans quelques jours toute seule avec Christophe qu'on va enregistrer. Et puis comme ça, je vous le mettrai aussi avec le replay. Comme ça, vous aurez toutes les diapositives. Je m'excuse vraiment de ce petit incident technique. En plus, même si vous voulez poser des questions à Christophe Poser,
on pourra mettre en place aussi un petit formulaire. Voilà, parce que je sais que sa présentation suscitait beaucoup de questions. Alors, j'ai Fabrizio du Possible. Je lycée vous l'ai envoyé agricole. par mail, Ah, d'accord, du avec un lycée de lien. Borgo, qui nous dit, avez-vous une idée de consommation en eau et d'irrigation par an? Alors oui, on a une idée. Je vais donner le principe d'irrigation qu'on a. La canne à sucre, c'est une plante qui peut même pousser même dans des scories volcaniques ou des choses, des sols assez pauvres et surtout des sols très drainants. Et donc, elle a une très bonne capacité à aller chercher l'eau. Elle peut avoir des racines qui descendent de plusieurs mètres sous terre pour aller chercher l'eau. Et elle a une capacité à l'extraire assez forte. Après, dire qu'il ne faut pas d'eau, c'est pas vrai. Il lui faut une alimentation régulière. Pas énormément d'eau, ça ne pousse pas. Une canne à sucre dans un marais, elle meurt. Hein. Ce n'est pas une plante du tout qui va pousser dans des sols hydromorphes ou des sols trop humides. Et donc, c'est ce que je vous disais. Vous allumez le goutte à goutte une nuit par semaine, douzaine d'heures, et ça lui suffit pour passer la semaine et continuer à grandir. Alors, ça a besoin d'eau régulièrement, en apport de petites quantités, c'est le secret pour qu'elle pousse bien. Donc après, vous avez, si vous voulez savoir, c'est des goûteurs de maraîchage que j'ai, donc c'est des 2 litres par pied. Donc, et vous avez que je pense qu'on doit être aux alentours de cette. Il faudrait que je recalcule. On doit avoir 7 ou 8 000 goutteurs par hectare. J'ai une autre question. Toujours, je rebondis parce que j'ai essayé d'être attentive à ce que disait Christophe Poser malgré le son, qu'on n'a pas le droit de faire venir des plants comme ça de canne à sucre. Finalement, si on veut planter de la canne sur une parcelle et se lancer dans la culture, mais comment on fait et qui on contacte? Alors, le mieux, c'est de contacter Christophe Poser. C'est le plus, pour l'instant, c'est le plus efficace. Oui, on a été Merci. obligé de faire une demande de dérogation. Christophe a fait pour pouvoir l'implanter, la faire rentrer en Corse. On a fait une demande de dérogation à la préfecture puisque ne sont autorisés à la culture. C'est une liste positive, hein, les cultures. Hein. C'est-à-dire que contrairement, il n'y a que les cultures autorisées qu'on peut importer. Hein. Et comme la canne à sucre n'en faisait pas partie, on a fait une demande de dérogation avec tous les agréments et certificats sanitaires. Et c'est très, très important de passer par là pour importer. Comme il disait, il ne faut pas importer de maladie avec. Parce que pour l'instant, on peut l'avoir sans traitement, 100% en bio, parce qu'elle est exempte. On n'a pas amené les maladies qui vont avec. Si quelqu'un s'amuse à importer de la canne à sucre dans son sac en rentrant de voyage, il peut très bien nous ramener une saloperie qu'on va être obligé de traiter après. Donc, et pour les autres, puisque c'est l'idée, hein, pour les autres cultures qu'il faudrait essayer en Corse, hein, il y en a encore quelques-unes qui sont assez tentantes, il faut absolument avoir la même démarche, qui est une démarche d'abord sanitaire, et ensuite vérifier si ce n'est pas des plantes trop invasives, parce que ça peut vite poser des problèmes au niveau de l'écosystème. Là, vous avez titillé ma curiosité. Pourriez-vous nous dévoiler vos autres projets de plantes insolites? Non, mais pour l'instant, honnêtement, on a été voir. Hein, la Sicile est un très bel exemple pour ce type de produit. Ils ont réussi à adapter des choses qui fonctionnent très bien chez eux. Entre autres, ils ont une variété d'ananas qui fonctionne, qui cultive en plein champ, hein, sous serre en début de saison, enfin sous bâchage plastique en début de saison, et qui fonctionne très bien, que j'ai envie d'aller voir, d'aller faire un tour là-bas, parce a priori, ils maîtrisent parfaitement le système. Ils ont réussi aussi, il y en a d'autres qui ont essayé en Corse, mais eux, ils ont une variété de mangue en Sicile qui est très adaptée au climat méditerranéen. Et ça fait partie des choses qui sont intéressantes avec l'évolution du climat, qui sont intéressantes à creuser, quoi.
Et complètement, parce que quand on voit qu'avec le changement climatique, la clémentine, maintenant, elle est plantée en Occitanie et dans le Vaucluse. Donc forcément, les cultures qui étaient au sud, on va pouvoir les remonter dans Ouais. sous nos latitudes. Oui, 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 non, mais et puis c'est comment dire, ce sont des productions qui pour l'instant sont intéressantes parce que comment dire, ça peut être consommé localement. C'est-à-dire qu'on peut être, on est en circuit court, on n'est pas obligé d'exporter à l'autre bout de la terre pour faire de la valorisation. Et c'est quelque chose qui est important à prendre en compte aussi quand on installe une nouvelle culture. Effectivement, il y a tout ce qui est besoin en eau, toutes ces choses-là, mais il y a aussi le fait de pouvoir faire du circuit court avec. Alors, Christophe Poser nous recommande l'association de culture pour être plus résilient vis-à-vis de la canne à sucre. Ben voilà, j'allais poser la question que Pauline a posée. Quelles sont les possibilités en association de cette culture? Christophe, vous pouvez essayer de rallumer votre micro, hein, des fois. Ouais, est-ce que c'est peut-être Oui, mieux là si voilà oui, ça donc fonctionne mieux, oui. là on avait les hymnes nationaux d'Haïti et de la France donc c'était très très bruyant, c'était pas possible. Effectivement, nous c'est ce sur quoi on travaille dans notre unité de recherche, c'est l'association qui vise à la fois à réduire la pression des adventices, mais aussi à couvrir le sol. En fait, on mise sur ce mulch qui est très précieux en canne à sucre et qui existe puisque les pailles restent au sol. Donc on peut faire des cultures entre deux lignes de canne. Elles sont à 1,5, mais on peut espacer. On peut donc avoir des cultures dérobées. Généralement, on peut mettre des légumineuses, des grains. Certains pays, on produit de la pomme de terre, on produit des tomates. C'est plus compliqué de faire de l'agroforesterie avec la canne parce qu'il ne faut pas trop faire d'ombre sur la canne et lui pomper son eau. Mais on travaille justement sur toutes ces associations et il y a moyen aussi, entre deux cultures de canne, une fois que l'on replante la canne, donc ce n'est pas le cas au domaine de Padoulone parce qu'on n'en est qu'à la troisième ou quatrième, mais on peut imaginer qu'après après 8, 10 ans, on renouvelle la parcelle. Entre deux cultures de canne, on peut en dérober, refaire une autre culture euh, pour, euh, pour changer et pour être bénéfique pour le sol. Il y a pas mal de choses et je suis sûr que localement, vous trouverez des cultures qui peuvent se mettre entre lignes. On peut aussi jouer sur la géométrie de plantation, planter des rangs jumelés, deux lignes et laisser un peu plus d'espace. Voilà. Je voulais revenir sur la consommation en eau qui était posée par le Par lycée agricole. Fabrizio? Mhm. Oui, par Fabricio, que je salue et que j'ai eu plaisir. Enfin, on a travaillé un peu avec ses élèves sur le domaine, là. Et les élèves, donc, moi, je voulais faire une association avec le lycée parce que je pense que c'est intéressant d'ouvrir les yeux aux élèves et aux futurs agriculteurs de Corse pour leur montrer que c'est possible et qu'il y a des choses à tester et qu'on ne le fait pas n'importe comment et que, donc, voilà, et on peut les accompagner. Nous, c'est notre mandat. Sur l'eau, mais l'eau, la canne, effectivement, c'est beaucoup d'eau, c'est de l'eau debout, comme disent certaines expressions créoles. Et il faut de l'eau, il faut 1500 à 2000 millimètres d'eau, 2 mètres d'eau par an. Donc si ça ne vient pas par la pluie, ça doit venir en complément par l'irrigation. Il y a des endroits où il y a de l'eau. C'est un problème majeur, nous, qu'on a bien en tête, dans bien des zones. On cultive au Sénégal des cannes dans des zones, dans du sable où tout est irrigué. Et il y a une réponse aussi importante de chaque variété à l'efficience en eau. C'est une plante en C4 qui, du coup, est efficiente vis-à-vis de la température et qui gère bien l'eau, qui a, Christophe l'a dit, un ancrage racinaire qui est important, d'ailleurs un captage de carbone. Donc, on stocke du carbone en canne, c'est quand même quelque chose d'important. Et s'il y a de l'eau, ben, elle en profite. Et les variétés réagissent différemment. C'est là que je voulais en venir. Et on fait des travaux actuellement sur l'efficience respective des différentes variétés en fonction de l'eau. Et il y a des grandes différences. Donc ça, c'est intéressant. C'est un pendant à venir. Mais il faut de l'eau et se mettre à des endroits où il y a de l'eau. Et il me semble qu'en Corse, il y a de l'eau et qu'au bord du Tavigne, il y a, il y a de l'eau aussi. C'est un peu le cas aussi sur des essais que l'on essaye de faire plus récemment en Camargue, sur le Petit Rhône, où là aussi il y a des possibilités de zones qui ne sont plus sous gel et qui ont de l'eau accessible. Après, il faut la gérer intelligemment, association de cultures, partager l'eau et aller essayer de l'économiser comme le font
les Vincentelli avec le goutte à goutte, par exemple. J'arrête là, je profite que vous m'entendez. Donc, je vois que l'heure avance. Si vous le voulez bien, les deux Christophe, on peut peut-être laisser la parole à Antoine, qu'on voit un petit peu. Voilà, bonjour Bonjour. Antoine. Bonjour à tous. Peut-être pour un mot de la fin. Antoine, qu'est-ce que vous attendez du Salon du Rhum et qu'est-ce que vous faites au Salon du Rhum? Et surtout, vous représentez la Corse. Vous pouvez nous expliquer ça parce que c'est insolite. Ouais, alors là, clairement, c'est insolite. Ben, en fait, on nous a contactés, c'est le Salon du Rhum qui nous a contactés. Assez, C'était assez surprenant, mais ok. Et donc, ils nous ont invités pour être avec Monsieur Poser, pour présenter du coup ses travaux en Corse, etc. Pour pouvoir parler, je ne m'attendais pas du tout à parler aujourd'hui, pour pouvoir parler de tout ça, de toute cette aventure-là. Donc, c'est très intéressant, c'est assez surprenant, mais c'est super. Ce que j'attends du salon, c'est au final se faire des contacts, des connaissances, parler avec les gens. On a pris nos dernières bouteilles de cette année, de l'année 2025. Les dernières bouteilles, on les a pris là pour faire déguster, voir s'il y a des choses qu'on pourrait arranger, ce que pensent les autres au final. Le but, c'est aussi de se faire reconnaître, de dire que voilà, aujourd'hui, c'est possible de faire pousser de la canne en Méditerranée. Et pourquoi pas, ouais, représenter la Corse, être les premiers à représenter la Corse ici, c'est forcément un honneur et c'est magnifique, quoi. Et les gens, je pense qu'ils sont pas prêts à voir débarquer un petit Corse et sa sœur au mondial, mais ça va être super sympa. Je sens qu'on va bien s'amuser et surtout profiter, je pense. C'est l'important. En tout cas, merci beaucoup pour votre témoignage. Voilà, donc j'ai récupéré la présentation de Christophe, donc je vous la mettrai dans le replay et je vais vous envoyer un mail, comme ça vous aurez un accès direct. Et donc nous, en tant que Chambre d'agriculture, on va suivre avec intérêt vos travaux. Pourquoi pas organiser des journées techniques chez vous? Pourquoi pas accueillir aussi Christophe pour partager en fait votre expérience avec d'autres agriculteurs qui voudraient se lancer dans la canne à sucre. Et puis peut-être que je pourrais goûter votre rhum parce que l'autre jour, Bien il sûr. fallait garder les bouteilles pour le Eh ouais. pour le mondial Ouais. du rhum. Oui, ça Voilà, arrive en juillet. En juillet. en juillet. Possible. Voilà. Voilà. Eh bien, en tout cas, je vous remercie à tous pour votre participation. Et puis, voilà, au prochain webinaire de l'innovation, nous changerons complètement de production puisque nous parlerons du cabri et de l'agneau. Voilà, je vous souhaite un excellent appétit et encore merci beaucoup Christophe et Antoine d'avoir pris le temps de participer à ce webinaire et merci aussi Christophe le papa en direct de son exploitation d'avoir voulu témoigner et là on a fait ça sans préparation mais ça s'est très bien passé. Merci. Merci à Merci merci à vous beaucoup, pour tout. merci Merci. beaucoup. Allez, au revoir. Merci. Au revoir.